C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, se tournant dans l'affaire de l'assassinat de Chérubin Okende en République démocratique du Congo. Une plainte a été déposée en Belgique par la famille de l'opposant contre le général-major Christian Ndaiwel. Un dépôt de plainte rendu possible parce que le chef des renseignements militaires en poste à Kinshasa aurait la double nationalité. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Pas de trêve humanitaire au Soudan. Les négociations de Djeddah se sont soldées par un échec. Les combats se poursuivent sur le terrain alors que des milliers de civils sont morts depuis le début de la guerre. La correspondance régionale à suivre. Et puis cette affaire sanitaire en Côte d'Ivoire, une maladie mystérieuse a tué 10 enfants dans un petit village ivoirien. Des produits phytosanitaires les auraient intoxiqués. Pour le moment, l'enquête piétine. Reportage à suivre. On commence donc par ce nouveau rebondissement dans l'affaire Okende en République démocratique du Congo. L'opposant retrouvé mort le 13 juillet dernier dans son véhicule. Une plainte a été déposée en Belgique par sa famille contre le général-major Christian Ndaiwel parce qu'il a aussi la nationalité belge. Une procédure d'instruction est toujours en cours à Kinshasa. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. La famille de Chérubin Okende a déposé une nouvelle plainte, cette fois en Belgique, car l'instruction congolaise n'avance pas, selon leur avocat. Dans une conférence de presse qui s'est tenue à Bruxelles, Maître Dessoif explique que cette plainte a pu être déposée en Belgique car Christian Ndaiwel, le chef des renseignements militaires, serait belge depuis 2005. Alors pour rappel, la double nationalité est interdite par la constitution congolaise qui considère que la nationalité congolaise est, je cite, une exclusive. La plainte fait 9 pages avec tout un développement juridique sur la compétence de la Belgique pour poursuivre un Belge qui est suspecté d'un tel crime commis à l'étranger, que ce soit, comme je le disais, comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire. Selon ses dires, il ne fait aucun doute que les renseignements militaires auraient joué un rôle dans l'assassinat de Chérubin Okende. L'avocat affirme qu'il existe, je cite, des indices de culpabilité suffisants, notamment la note confidentielle de l'Agence nationale des renseignements qui met en cause les renseignements militaires. Alors cette note avait été révélée par le magazine Jeune Afrique. Les autorités congolaises ont toujours affirmé qu'il s'agissait d'un faux document. Alors si les autorités n'ont pas souhaité réagir à cette mise en cause du chef des renseignements militaires, car une enquête est en cours à Kinshasa sur l'assassinat de l'opposant. Une source gouvernementale m'a affirmé, je cite, qu'il s'agit d'une histoire inventée de toutes pièces. Et puis toujours concernant la République démocratique du Congo, sachez qu'un procès aux assises a été ordonné lundi en France contre Roger Lumbala, ancien chef d'un groupe rebelle. Il sera jugé pour complicité de crimes contre l'humanité commis dans son pays entre 2002 et 2003. Ce jugement au Togo, cette fois, le verdict est tombé dans le procès des assassins du colonel Majoulba en 2020. 5 militaires, dont un général, Abalo Kadanga, ancien chef d'état-major général des forces armées togolaises de 2013 à 2020. Il a écopé de 20 ans de réclusion contre les 50 ans requis par le ministère public. Le colonel Majoulba était membre du cercle rapproché du président Faure Gnassingbé en 2020. Alors que les combats font rage entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise, le premier round des négociations sous l'égide de l'Arabie saoudite, des États-Unis et de l'Union africaine et de l'IGAD s'est soldé par un échec. Il n'y aura pas de cessez-le-feu en dépit des appels internationaux à une trêve humanitaire. La correspondance régionale de Bastien Renouille. Le peu d'informations qui nous proviennent de Djeddah viennent du Royaume d'Arabie Saoudite et plus particulièrement du ministère des Affaires étrangères qui, dans un communiqué, s'est félicité d'un accord entre les RSF, les forces de soutien rapide, et l'armée soudanaise qui sont tombés d'accord pour négocier avec l'ONU pour permettre plus d'aide humanitaire vers les populations civiles. Et puis les RSF et l'armée seraient aussi tombés d'accord sur l'ouverture de canaux de communication pour échanger plus facilement, pour tenter d'apaiser le conflit au Soudan. En revanche, le communiqué se désole de ne pas être parvenu à
mettre en place un cessez-le-feu entre l'armée et les RSF. Et je peux vous dire que très peu d'observateurs se disaient que c'était possible, au vu de la violence des combats des derniers jours, notamment, en particulier dans la région du Darfour. Les forces de soutien rapide ont capturé des bases militaires soudanaises dans les villes d'El Fashir, de Nirtiti ou encore d'El Jenina. Et à El Jenina, eh bien, elles ont repris une base dans le quartier d'Ardamata. Et une fois que ce quartier a été repris, eh bien, les forces de soutien rapide s'en sont prises aux populations civiles qui étaient présentes sur place, qui s'étaient réfugiées à proximité de la base militaire. Et ce, alors que les forces de soutien rapide eh bien, assurent vouloir apporter plus d'aide humanitaire à ces populations civiles. C'est très difficile à croire. Selon des témoins qui ont fui en direction du Tchad voisin, des centaines d'hommes ont été tués. J'ai moi-même pu voir des vidéos où des civils sont assis à même le sol, se font fouetter par les RSF avant d'être exécutés. Il y a des photos où on voit des dizaines de corps à même le sol. Et ce, alors que les forces de soutien rapide affirment vouloir aider les civils et leur apporter de l'aide humanitaire. La Guinée abrite un forum sous-régional pour un nouveau code maritime. Il permet de garantir la sécurité, la sûreté maritime. Plusieurs pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou la Mauritanie y participent pour mutualiser leurs efforts face à un regain des actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Écoutez le directeur de la marine marchande de Guinée au micro de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Nous sommes dans une sous-région qui est en proie à certaines difficultés, d'ordre sécuritaire notamment. Il s'agit de faire en sorte donc ce genre de texte puisse aider les acteurs à juguler le mal ou à le prévenir tout au moins. Il y a non seulement la piraterie maritime dans tout le golfe de Guinée, mais il y a aussi des attaques à main armée opérées par des personnes malveillantes. Donc il s'agit de renforcer le dispositif de sécurité pour les différents usagers de la mer. Les médecins retraités appelaient à la rescousse pour sauver l'hôpital au Nigeria. La mesure a été prise pour faire face à la pénurie de médecins. Selon l'Association nationale des médecins internes, sur les 80 000 praticiens enregistrés au Nigeria, moins de 24 000 seraient en poste. Ils fuient tous à l'étranger pour de meilleurs salaires. Reportage de Moïse Gomis. Dr Hassan Oluwafemi compte beaucoup sur les négociations en cours entre le gouvernement et les syndicats de la santé. Ce médecin a accepté de reprendre son travail par civisme, malgré toutes ces grosses frustrations. Ces 13 dernières années, son salaire n'a jamais été augmenté. Vous savez, la motivation n'est plus là avec la réalité économique, l'environnement de travail, la rémunération. Mais ce qui m'a permis de continuer, c'est le fait que j'ai une responsabilité envers mes concitoyens nigérians. En moyenne, il faudrait augmenter de 200% les salaires des médecins au Nigeria pour égaler le niveau de leur rémunération de 2009 à taux de change constant. Après 30 ans de carrière dans des établissements publics, ce généraliste a ouvert cette clinique à Oyo, à 200 km de Lagos. Il peine à recruter de jeunes médecins. En général, quand je veux faire une pause de 3 ou 4 heures pour me reposer, s'il n'y a pas de médecin pour me remplacer, je dois rester à mon poste. C'est rageant de ne pas avoir assez de personnel dans cet établissement. En 2023, selon l'Ordre des médecins britanniques, près de 11 000 docteurs nigérians sont enregistrés et pratiquent au Royaume-Uni. Pour compenser cette fuite de cerveau appelée JAPA au Nigeria, le ministère de la Santé vient d'autoriser le rappel de retraités médicaux. Mais cette responsable syndicale au CHU de Lagos craint que cette mesure soit insuffisante. Il n'y a pas que les médecins qui fuient, il y a les infirmières, les pharmaciens et les autres prestataires de soins de santé, y compris le personnel administratif. Tous fuient ce pays. Si rien n'est fait, dans 2 ans, quand vous irez à l'hôpital, vous ne trouverez aucun médecin. Le nouveau gouvernement nigérian veut stopper cette hémorragie. Ces dernières années, le Nigeria consacrait moins de 5% de son budget fédéral au secteur de la santé, loin des 7% minimum requis par l'Union africaine. Direction la Côte d'Ivoire. Voilà plus d'1 mois qu'une maladie mystérieuse a tué 10 enfants dans un petit village ivoirien. Des produits phytosanitaires les auraient intoxiqués. Une situation similaire avait endeuillé un village de l'ouest du pays en 2021. Et pour le moment, l'enquête piétine. Reportage de Julia Guggenheim. Nyangbon, un village paisible du centre de la Côte d'Ivoire, traumatisé par un épisode dramatique.
Il y a un peu plus d'un mois, des dizaines de personnes sont hospitalisées et 10 enfants décèdent après avoir ingéré une bouillie de maïs. Dimanche, vers les 4h, bien quelle heure comme ça, les enfants ont commencé pour dire que maman, mon ventre me fait mal. Maman, mon ventre me fait mal. Donc on sort dehors pour chercher taxi, moto, pour envoyer les enfants à l'hôpital. Je suis parti avec 4 enfants sur l'hôpital, une seule garçon. Ça nous fait mal. Moi, je suis assis là, ça me fait mal. Le ministère de la Santé dit suspecter fortement une intoxication aux herbicides, mais les réponses se font toujours attendre. Dans ce laboratoire public, on mène l'enquête. L'équipe de Bouaké est allée sur les lieux, a fait les prélèvements, est venue, nous avons procédé aux analyses et ils ont demandé de rechercher les pesticides. Pour l'INADES, une plateforme de formation qui défend l'agriculture biologique, identifier les produits responsables est indispensable. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est de savoir où en est-on avec l'analyse des échantillons. Il y a une diversité de pesticides, y compris ceux qui sont périmés, ceux qui sont interdits et qui échappent souvent au contrôle. Avec sa caravane mobile, la plateforme veut sensibiliser les agriculteurs. Ce jour-là, ils ont invité plusieurs producteurs du village de Nyangban. Pour Isidore, qui utilise des pesticides depuis plus de 20 ans, le drame a été un électrochoc. Donc quand j'ai vu l'impact que ça crée dans mon village, il a fallu que je suive une formation. Nous-mêmes, on est en train de demander une formation même au village. Utiliser les pesticides homologués de manière plus sûre ou s'en passer complètement, le défi est de taille pour les agriculteurs ivoiriens qui ne bénéficient que de peu d'accompagnement sur ces sujets-là. Au Bénin, protéger les forêts, ce n'est pas qu'une question environnementale, c'est une religion. Dans la croyance vaudou, la forêt est un espace sacré où les prêtres effectuent des rituels. Les explications de Laurent Berstécher. Dans la forêt sacrée de Bouézoun, le prêtre vaudou Gilbert Kakpo fait tinter sa clochette pour invoquer les esprits. Arrivé devant un arbre sacré, il effectue un rituel pour purifier l'âme de ses acolytes. Si vous avez un problème, par exemple, si on vous a jeté un sort ou le mauvais œil, vous pouvez venir vous en débarrasser ici. Aujourd'hui encore, la religion vaudou demeure profondément ancrée dans la culture béninoise. Pratiquée par plus de 10% de la population, elle est basée sur la croyance en l'âme des objets, et notamment des forêts, considérées comme des lieux de culte sacrés. Mais au Bénin, les espaces verts se font de plus en plus rares, décimés par l'agriculture, l'urbanisation du territoire et l'utilisation du bois comme principale source d'énergie. Les populations étant pauvres, ils ne peuvent pas utiliser des fertilisants, ils n'ont pas les moyens d'utiliser des fertilisants, ils n'ont pas les moyens d'utiliser les gaz et autre chose pour l'énergie. De 2001 à 2012, et on a constaté pratiquement que 14% de ces forêts sacrées ont disparu. Tiraillé entre besoins de développement et de protection de la nature, le gouvernement du Bénin affirme faire ce qu'il peut pour endiguer la déforestation. Épaulé par la Banque mondiale, il a lancé en 2019 un vaste projet de reboisement visant à restaurer plus de 20 000 hectares de forêt et mieux protéger ces espaces sacrés. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Oussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24. Je suis Ismaël Obionzé, le correspondant de France 24 à Libreville. Je couvre l'actualité du Gabon et de ses 9 provinces. Retrouvez-moi dans les émissions et dans le Journal de l'Afrique de France 24. Ismaël Obionzé, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde. Regardez la météo avec Zeiss, fabricant de verres de lunettes engagé dans la recherche scientifique pour un avenir plus durable.